Voici donc la première partie du bilan environnemental des élevages porcins qui est dédiée à une présentation des questions méthodologiques autour de ce bilan. Tout d'abord, pour établir le bilan environnemental du porc, il faut intégrer de multiples aspects via une approche multicritère. Donc, on s'intéresse aux ressources en énergie fossile en prenant en compte les consommations d'énergie, à la ressource en eau en intégrant les consommations d'eau et le lessivage de nitrates. La qualité des sols va concerner l'apport en phosphore, la présence de pathogènes et la capacité du sol à stocker du carbone. Le climat et la qualité de l'air va s'intéresser aux émissions de gaz à effet de serre, aux émissions d'ammoniac et aux émissions de particules. Et en termes de biodiversité, on va regarder les surfaces mobilisées, la diversité faunistique et floristique et également l'impact sur la déforestation en tant que telle. Ça, c'était pour les aspects. Il y a aussi de multiples échelles à prendre en compte. Alors, d'échelles plutôt micro, comme le bâtiment porcin, où on va regarder à ce niveau-là quels sont les intrants, quelles sont les émissions. Rapidement, on a ressenti le besoin de rajouter à ce bâtiment les étapes de gestion des effluents postérieurs, donc le stockage et puis l'épandage, puisque une évacuation des effluents plus rapide au bâtiment peut augmenter les émissions au stockage à l'épandage. D'où l'importance vraiment d'intégrer cette gestion des effluents. Une échelle un peu plus globale va, elle, s'intéresser au cycle de vie, avec notamment l'analyse de cycle de vie. Et donc, on va rajouter les étapes de production des intrants et leur approvisionnement. Donc, on va retrouver là-dedans les intrants alimentaires avec la production du blé, du maïs, et puis la trituration du colza pour produire le tourteau de colza, tout ça arrivant dans l'alimentation des porcs. Et donc, tout ça se retrouve au niveau de l'analyse de cycle de vie. Pour être un peu plus précise dans cette analyse de cycle de vie, il est intéressant finalement de se dire, bon, les émissions ont eu lieu dans le cycle de vie, mais elles ont eu lieu où? Et finalement, quelle va être la concentration des polluants qu'il y a eu à ces différents endroits. Donc, ce qui est ici représenté, c'est à la fois les ASAU de l'élevage, où il va y avoir des apports de nitrates, mais il y en a eu également dans la parcelle du blé qui peut être en Beauce, et là, il y aura peut-être eu une concentration d'apport en nitrate plus importante. Et finalement, cette approche un peu géographique des émissions permet de prendre en compte donc, des effets de concentration, et puis si on croise ça avec une sensibilité du milieu, ça permet de préciser les impacts et leur répartition spatiale. Une autre échelle qui peut être regardée, qui n'est pas supérieure à l'analyse de cycle de vie, puisqu'elle se positionne un peu différemment, c'est celle du territoire, où là, donc, on va retrouver l'élevage porcin, mais également tous les autres élevages porcins qui y sont présents, avec leur niveau d'interaction. Et donc, à cette échelle-là, on va pouvoir regarder le poids de la filière par rapport à des capacités de valorisation du territoire en azote, également des capacités de production et également de consommation d'énergie. On va pouvoir regarder les interactions entre exploitations avec des échanges possibles d'effluents. Et donc, on va y voir aussi des participations à des bouclages de cycles azote et carbone. Et la dernière échelle, bien plus macroscopique, c'est celle finalement des systèmes agri-alimentaires, qui peut être la France, par exemple. Et là, on va intégrer tout le système agricole et puis surtout sa capacité nourricière. Avec combien de personnes on peut nourrir et avec quel type de régime. Et donc à cette échelle-là, on va plutôt voir la capacité de déploiement et de complémentarité des différents systèmes de production porcin, comment ils s'insèrent dans le système agricole en termes d'occupation des sols, de rotation engendrée. Et donc on va avoir encore une information un petit peu différente et finalement c'est un petit peu l'échelle de consolidation des précédentes. Alors aujourd'hui, ça c'est un peu tout ce qu'on peut faire, mais alors aujourd'hui, les références environnementales principalement produites le sont avec l'analyse de cycle de vie, donc l'ACV,
et les résultats sont exprimés par kilo de porc vif au portail de la ferme pour les impacts consommation d'énergie non renouvelable, changement climatique, occupation de surface, acidification et eutrophisation. Et donc ça reprend tous les items colorés là, qui sont en bas du visuel, et on voit déjà que il en manque un certain nombre par rapport à ma première diapositive. Donc en synthèse, finalement, avec l'analyse de cycle de vie et l'évaluation qu'on en fait aujourd'hui, on prend bien en compte le changement climatique, les consommations d'énergie, l'acidification, l'occupation de surface et les consommations de phosphore, qui sont des impacts finalement qui s'abordent pas trop mal à l'échelle globale. Par contre, ce qui est encore difficile à interpréter ou non pris en compte, donc ça va être l'eutrophisation. Alors, c'est comptabilisé, mais il n'y a pas de localisation des pertes et donc pas de prise en compte des différentes sensibilités du milieu à ce stade. Pour ce qui est qualité des sols et consommation d'eau, la méthode, elle est calée, mais elle a besoin, pour être mise en œuvre, pareil, d'avoir une base de données de la sensibilité des milieux par rapport à ces deux critères. Et ça, on ne l'a pas, donc on ne peut pas encore la mettre en œuvre. Concernant la biodiversité, donc c'est un aspect environnemental qui est complexe à évaluer. Alors ça vient du choix du taxon, des lieux de biodiversité à prendre en compte qui peuvent, et notamment dans le cadre des exploitations porcines, avoir lieu en dehors de l'exploitation. Donc là, il y a le projet ACV Bio qui vient de se terminer et qui, lui, a testé comme indicateur une prise en compte de valeurs de biodiversité en fonction de l'occupation des sols. Donc une culture arable, une forêt ou une surface dans lesquelles il y a de la déforestation associée. Concernant les particules, ce n'est pas encore intégré. Les références sont en cours d'acquisition avec des mesures en élevage pour corréler ça à des pratiques. Donc pourquoi pas à terme. Et concernant les pathogènes, la mesure est complexe et il y a encore une difficile corrélation entre des pratiques et des niveaux de contamination, d'où la difficulté aussi de l'intégrer dans les évaluations. Donc en conclusion, aujourd'hui, on a principalement des références qui sont acquises avec la méthode d'analyse de cycle de vie, qui présente des points forts, puisque c'est une méthode normée, donc la méthode est décrite. C'est un périmètre plus large que celui de l'élevage et donc qui prend en compte une partie des transferts de pollution. Et de par sa vision globale, on peut identifier des postes prioritaires et donc ça c'est important pour décider là où il faut agir au début pour être efficace. C'est une méthode qui est plutôt mise en œuvre, qui est plutôt adaptée aux impacts globaux et il faut savoir aussi qu'elle valorise, quand elle est exprimée par kilo de porc, de l'efficience environnementale. Et donc, il y a encore des aspects environnementaux qui ne sont pas ou insuffisamment évalués. Donc, aujourd'hui, on obtient des évaluations partielles. C'est déjà ça, mais il manque des éléments. Donc, je vous ai présenté sinon un certain nombre de questions méthodologiques, mais alors d'autres existent et sont notamment plus prégnantes lorsque l'on se rapproche du produit de consommation. Donc ça va être le cas de l'unité fonctionnelle, puisque plus on se rapproche du consommateur, plus on s'intéresse à pourquoi il consomme des produits, et ça va être pour un contenu en protéines, pour un contenu énergétique. Donc le kilo de porc vif devient vite insuffisant. Et puis va se poser la question de l'allocation, puisque pareil, moi j'étais au portail de la ferme et donc on est sur 1 kilo de porc vif, mais dès qu'on va avoir un abattage des coupes, il va y avoir de nombreux coproduits et va se poser la question de comment allouer les impacts entre ces derniers. En termes de perspective, donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plein de façons de faire un bilan environnemental et qu'il y a nécessité aujourd'hui de le compléter par des approches un peu plus macroscopiques et globales. Donc il y a des projets qui s'adressent à ces nouvelles échelles, et notamment le RMT-MAEL pour macro-élevage environnement. Et puis pour les aspects insuffisamment évalués, il y a des travaux de recherche qui se poursuivent pour les prendre en compte, et notamment dans le cadre de la dynamique Agribalise. Merci de votre attention. Passons maintenant à la deuxième partie du bilan environnemental des élevages porcins avec les principaux résultats.
Donc ces derniers ont été obtenus notamment dans le cadre du programme Agribalise, qui a évalué 130 produits agricoles au portail de la ferme avec leurs impacts ACV. Donc pour le porc, vous avez de représenter sur la gauche la valeur des flux comptabilisés à l'échelle du cycle de vie par kilo de porc vif. Donc on va retrouver l'eau d'abreuvement, l'électricité, les émissions de méthane, les émissions d'ammoniac. Et sur la droite, vous avez les impacts qui ont été calculés, chacun avec leur unité d'expression propre, toujours exprimée par kilo de porc vif. Donc ces chiffres-là concernent la production conventionnelle française, mais une évaluation a également été réalisée, toujours dans Agribalise, pour la production porc fermier label rouge et la production biologique. Et vous avez ici représenté les impacts relatifs exprimés en base 100 par rapport à la production conventionnelle. Donc ce qu'on voit sur ce graphique, c'est qu'il y a des impacts plus élevés en porc fermier label rouge et en production biologique, pour la majeure partie des impacts. Et donc ceci est dû à des performances techniques moins performantes que ce qu'on a en conventionnel, notamment avec les porcs produits par truie et les indices de consommation. Et donc on se retrouve avec plus d'aliments consommés pour la même quantité de porc produite, donc plus d'impact. Alors, on a d'autres facteurs qui expliquent ces impacts plus importants pour la production biologique notamment. Alors, en regardant l'impact changement climatique, c'est lié à la présence de paille dans ces systèmes alternatifs. Et cette paille va faire en sorte que ce sont des fumiers qui vont être produits et non pas du lisier. Et dans le fumier, on va avoir plus d'émissions de protoxyde d'azote, N2O, qui est un gaz avec un fort pouvoir de réchauffement global autour de 300. Pour l'impact eutrophisation, les impacts plus élevés vont s'expliquer du fait de l'accès à des zones plein air des porcs, et donc il va y avoir des déjections qui vont se faire sur ces zones-là et du lessivage qui va être associé, alors qu'en production conventionnelle, les porcs sont situés en bâtiment avec une collecte intégrale de tous les effluents sur cette étape. Pour l'occupation des terres, c'est surtout le côté extensif des systèmes fermiers label rouge et biologiques qui va expliquer les impacts plus importants, et notamment les intrants alimentaires qui sont produits avec des rendements plus faibles, donc en mobilisant plus d'espace. Deuxième exploitation qu'on peut faire de ces résultats, c'est de regarder finalement quels sont les postes qui expliquent ces impacts. Et donc c'est ce que vous représentent ici les camemberts, avec en bleu les impacts liés à la production des cochettes, en jaune les impacts liés à la production des intrants alimentaires et à leur approvisionnement au niveau de l'élevage, en marron ce qui va être lié à la gestion des animaux et des effluents et avec les émissions directes associées. Et enfin en gris, ça va être la construction du bâtiment ainsi que les consommations d'énergie qui vont avoir lieu. Donc ce qu'on voit avec ces résultats, c'est qu'il y a deux postes qui ressortent comme plus importants. Tout d'abord, le poste des intrants alimentaires, qui est majoritaire sur tous les impacts sauf l'impact acidification. Et également le poste gestion des animaux et des effluents qui va ressortir comme très important, voire majoritaire pour l'acidification, et donc qui va ressortir également pour le changement climatique et l'eutrophisation. Donc deux postes finalement sur lesquels agir en priorité. Donc maintenant, faisons un focus sur les émissions d'ammoniac. Donc ces émissions-là sont de 21 grammes par kilo de porc vif. Elles vont engendrer l'impact acidification. Si on multiplie ces 21 grammes par l'ensemble des kilos de porc produits dans la filière française, cela représente 10% des émissions directes qui ont lieu en France et qui sont comptabilisées par le CITEPA. Attention toutefois, on n'est pas tout à fait sur le même périmètre. Pour le CITEPA, c'est ce qui est émis sur le territoire français. Avec le cycle de vie, on intègre aussi les émissions d'ammoniac liées à la production d'un blé de Grande-Bretagne, par exemple. Donc même si ça va être minoritaire, cette partie qui va se faire ailleurs, c'est pas tout à fait le même périmètre. Donc ça sert surtout à dimensionner un peu l'importance des émissions d'ammoniac de la filière porcine. Parmi ces émissions d'ammoniac, comme c'était indiqué dans les camemberts, 60% vont être liés à la gestion des effluents.
et donc ça va représenter 6% des émissions d'ammoniac direct se raccrochant aux catégories du CITEPA, porcin et une partie des engrais et amendements organiques. Ces émissions vont avoir lieu à 3 endroits différents, au niveau du bâtiment, principalement au niveau du stockage et également au niveau de l'épandage. Alors pour les émissions de gaz à effet de serre, donc celles-ci sont comptabilisées au travers de l'impact changement climatique exprimé en kilo équivalent CO2 et vont dépendre d'une part des émissions de méthane du cycle de vie du porc, également des émissions de protoxyde d'azote et des consommations d'énergie. De la même façon, si on multiplie ces 2,7 kg équivalent CO2 par tous les kilos de porc vif produits dans la filière porcine française, ça représente 2% des gaz à effet de serre en France. Avec les mêmes limites que pour l'ammoniac, ce n'est pas tout à fait le même périmètre, mais ça permet de dimensionner l'impact du porc. Parmi ces émissions de gaz à effet de serre, 40% sont liées à la gestion des effluents, comme c'était indiqué dans le camembert. Et donc, les émissions de méthane du cycle de vie du porc représentent 3,6% des émissions de méthane directes françaises et les émissions de protoxyde 0,1% de ce qu'on a d'émis en France, qui est comptabilisé toujours par le CITEPA. Les émissions vont avoir lieu sur les mêmes postes que l'ammoniac, bâtiment, stockage et épandage. 60% des émissions de gaz à effet de serre sont liées à la production des intrants alimentaires. Et donc les étapes qui vont vraiment impacter, ça va être l'étape de production de ces matières premières au champ. Et au sein de cette étape-là, ça va être plutôt le post-fertilisation. Donc vous avez de représenter sur ce graphique les impacts des différentes matières premières. Alors en bleu, l'impact changement climatique, en orange, l'impact occupation des sols. Donc sur l'impact changement climatique, on voit sur la gauche plutôt des matières premières pas trop impactantes comme le son ou des protéagineux, févrole et pois. Et sur la droite, des matières premières plus importantes et on va retrouver notamment le tourteau de soja brésilien. Concernant ce soja brésilien, qui est souvent pointé du doigt lorsqu'on parle d'impacts environnementaux en élevage, et bien finalement la dépendance à ce soja, lorsqu'on considère toute l'alimentation des élevages, est de 3%. Cette dépendance grandit quand on ne s'intéresse plus qu'aux aliments fabriqués pour l'alimentation du bétail et elle atteint 41% lorsqu'on se rapporte uniquement aux matières premières riches en protéines. Et donc si on décompose ce 41% pour les différentes productions animales, on constate sur le graphique de droite que la dépendance au soja brésilien en porc est plus faible et était de 10% donc en 2015. Ce qui se rapproche bien de ce que l'on voit en termes de formulation des aliments en porc. Et ces dernières années, le tourteau de soja brésilien était plus proche de 5% d'incorporation que de chiffres plus importants lors de périodes précédentes. En conclusion, donc tout ce travail permet d'identifier des déterminants clés du bilan environnemental en porc. Donc il y a d'une part les performances techniques qui sont assez centrales puisqu'elles vont définir les quantités d'aliments consommés par kilo de porc et les quantités de kilos de porc par truie. Donc tout ça va concentrer ou diluer les impacts environnementaux. Il y a l'efficacité alimentaire qui va être le rapport entre l'ingéré et l'excrété. Et donc plus on va être à même de réduire l'azote ingéré, moins on va avoir d'azote excrété, moins on va avoir d'émissions azotées. Donc ça va beaucoup jouer aussi sur les impacts environnementaux. Au-delà de cette alimentation, cette partie alimentation-excrétion, il va y avoir finalement la capacité de l'élevage à conserver l'azote excrété. Donc ça va être défini par les types de sols avec les types d'effluents et puis les modalités de gestion de ces effluents associés. Et enfin, il va y avoir le choix des matières premières utilisées dans l'alimentation des porcs, puisqu'on a vu que l'alimentation explique beaucoup l'impact. Ce choix-là va directement engendrer des impacts plus ou moins importants.
Je vous remercie de votre attention. Dernière partie du bilan environnemental des élevages porcins, les leviers pour faire mieux. Donc plaçons-nous dans le cadre d'un élevage et je vous propose de suivre 3 indicateurs indiqués sur la droite et avec les pourcentages de réduction obtenus pour chacun. Le premier, c'est l'excrétion d'azote. Alors, ce n'est pas vraiment un impact en tant que tel, mais c'est un précurseur d'émissions azotées qui, elles, engendrent des impacts. Le deuxième, c'est les émissions d'ammoniac. Et le troisième, ce sont les émissions de gaz à effet de serre, donc indiquées par GES. Donc, premier levier pour faire mieux, les performances techniques dont je vous parlais précédemment. Celles-ci, quand elles sont améliorées, permettent de consommer moins d'aliments. Donc, moins d'aliments, c'est moins d'impact lié à ces aliments. Et puis, moins d'aliments, c'est souvent moins d'azote ingéré, moins d'azote rejeté, donc moins d'émissions ammoniac, donc moins d'émissions de gaz à effet de serre et d'ammoniac. Ces performances techniques ont déjà été fortement améliorées ces 20 dernières années, puisqu'on est passé d'un indice de consommation globale de 3,16 à 2,83. Donc en 2016, on consomme 2,83 kg d'aliments par kilo de croix. Ce progrès-là a permis, comme vous le voyez sur la droite, de réduire d'à peu près 20% l'excrétion azotée et donc de bénéficier de réductions pour l'ammoniac et les gaz à effet de serre. Deuxième levier, travailler sur l'alimentation et ajuster celle-ci aux besoins des porcs. Donc ça permet d'avoir moins d'azote ingéré, donc moins d'azote rejeté, donc moins d'émissions d'ammoniac. Ceci a surtout été permis par la mise en place de l'alimentation biphase, qui consiste à apporter 2 aliments successivement dans le temps pour s'adapter à l'évolution du besoin des animaux. Donc on limite le gaspillage par ce biais-là. Et donc cette bonne pratique qui est largement diffusée et appliquée dans les élevages porcins aujourd'hui a permis une réduction supplémentaire de l'excrétion de 10% et donc des émissions d'ammoniac et gaz à effet de serre associés. Pour aller plus loin, il est possible de passer à une alimentation multiphase. Donc, au lieu d'avoir 2 aliments, on va avoir plus d'aliments que ça qui vont se succéder dans le temps et donc permettre un ajustement plus proche de l'évolution des besoins des porcs représentés sur la courbe et donc moins d'excès. Et cette alimentation multiphase peut également être appliquée individuellement à chaque porc. Donc des mesures sont réalisées sur chacun d'eux et avec une stratégie alimentaire qui va s'adapter au fil du temps à chacun d'eux. Donc avec ces bonnes pratiques, on peut encore donc réduire l'excrétion azotée et également les émissions d'ammoniac et de gaz à effet de serre associées. On peut également jouer sur la formulation des aliments. Donc là, on ne va pas tellement parler de matière azotée totale, mais plutôt de qu'est-ce qui va rentrer dans cet aliment, du blé, du maïs, du tourteau, etc. Et donc, si on choisit des matières premières plus écologiques, on aura au final des aliments avec moins d'impact et donc moins d'impact du porc. On peut le faire avec une production d'éco-aliments, puisqu'on a les impacts de tous les intrants alimentaires. Donc finalement, un fabricant, il peut décider d'aller choisir plus de coproduits de blé, plus de protéagineux. Et cette bonne pratique va surtout être efficace pour réduire les gaz à effet de serre à peu près de 10%. Autre façon de procéder, on ne change pas tellement la formulation des aliments, mais on va remplacer le tourteau de soja brésilien moyen par un tourteau de soja garanti non associé à la déforestation. Donc c'est ce qu'indique le graphique ici représenté, où les impacts du tourteau de soja brésilien moyen sont exprimés en base 100, enfin c'est le trait noir à 100%, et le tourteau de soja brésilien qui n'est pas associé à la déforestation ou des tourteaux de soja produits en France, on voit qu'ils permettent nettement de réduire l'impact changement climatique de plus de 50%. Donc ça, c'est une autre façon de faire pour apporter aux animaux un aliment plus écologique. On peut également jouer sur la gestion des déjections au niveau du bâtiment, en traitant l'air ou en les évacuant plus fréquemment et en les associant à des stockages couverts.
Donc ça peut être un raclage en V au niveau du bâtiment, ça peut être du lavage d'air en sortie de bâtiment, une couverture de fosse sur l'unité de stockage extérieur, et puis l'utilisation, pour finir, d'un pendillard qui va apporter les effluents directement au sol. Toutes ces pratiques-là sont très efficaces sur la réduction des émissions d'ammoniac, mais également indirectement un petit peu sur les réductions de gaz à effet de serre. Le fait d'avoir collecté ces déjections au bâtiment nous permet aussi d'envisager de les envoyer vers une unité de méthanisation, où là, du coup, on va stimuler l'émission de méthane et puis convertir cette émission en émission de dioxyde de carbone, beaucoup moins impactant sur le changement climatique, par le biais donc de la cogénération, et produire de l'énergie renouvelable qui peut être utilisée en partie pour l'élevage. Donc ce levier-là va être surtout efficace pour les émissions de gaz à effet de serre, permettant, dans les meilleurs cas, de réduire de 50% ces émissions. Donc au final, avec toutes ces bonnes pratiques, on voit qu'on a une capacité de réduire l'excrétion azotée, les émissions d'ammoniac et les gaz à effet de serre. Toutes ces bonnes pratiques sont par ailleurs connues, décrites et présentées sous forme de fiches dans le guide des bonnes pratiques environnementales d'élevage, dont la nouvelle version vient de paraître en 2019 et donc accessible sur le site du RMT. Et puis, la filière dispose également d'un outil qui lui permet de mesurer les progrès environnementaux et cet outil est intégré dans quelques cahiers des charges. Donc, vous avez ici représenté tous les organismes qui sont formés à son utilisation. Et donc, c'est important puisque c'est grâce à ce genre d'outils qu'on peut quantifier et attester de progrès. Il y a également une valorisation qui est possible de tous ces leviers avec le label bas carbone, donc, qui a été initié par le ministère de l'Environnement. Grâce à ce label, il y a des méthodes de calcul qui sont agréées pour quantifier des réductions de gaz à effet de serre. Ensuite, il y a des éleveurs qui peuvent s'engager dans des projets à 5 ans, dans lesquels ils envisagent de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et puis finalement, tout ce qu'ils auront pu réduire peut être connecté à une rémunération des tonnes de carbone économisées. Donc ce label bas carbone pourrait par exemple s'appuyer sur l'amélioration de performances techniques sur 5 ans. Donc je vous ai mis ici les hypothèses considérées qui sont basées sur l'observation de la gestion technico-économique les 10 précédentes années. Donc en améliorant les performances techniques de façon tendancielle dans les 5 années, on peut réduire de 1% les émissions d'équivalent CO2, mais ça correspond quand même à 80 tonnes de carbone et donc à une rémunération sur 5 ans de 2 000 € pour un élevage de 268 naisseurs-engraisseurs. Si on associe cette amélioration de performance technique à une alimentation à basse teneur en protéines, en passant d'un régime en engraissement de 15,4% à 14,1% de matière azotée totale, eh bien, on arrive à 2% de réduction des émissions de CO2 et donc près de 3 500 € de rémunération pour notre élevage sur 5 ans. Si jamais l'éleveur atteste que dans ses aliments, le tourteau de soja utilisé provient de zones non déforestées et qu'on partait d'une baseline qui était à 5% d'incorporation, eh bien, on continue de réduire les émissions de CO2 et on peut avoir une rémunération sur une période de 5 ans qui approche les 9 000 €. Si l'éleveur poursuit son amélioration et donc décide de réduire ses émissions d'ammoniac, il réduit indirectement les émissions de gaz à effet de serre et donc il peut justifier d'une rémunération de 10 000 €. Et si jamais il prend comme autre option de plutôt mettre tous ses effluents dans une fosse avec une couverture nénuphar, donc il va convertir les émissions de méthane en émissions de CO2, et bien là il va réduire de façon beaucoup plus efficace ses émissions en CO2 et donc pouvoir accéder à des rémunérations jusqu'à 50 000 € pour les 5 années. Donc en conclusion, on voit qu'il y a de nombreux leviers, qu'il y a d'importantes réductions d'impact qui sont déjà réalisées,
que par contre de nouvelles réductions sont possibles, alors certaines effectivement liées avec des investissements, hein. Mais finalement la filière, elle est équipée pour avancer, elle a une connaissance des bonnes pratiques environnementales d'élevage, elle a un outil d'évaluation des performances environnementales avec JIP, et elle a des opportunités de valorisation des efforts qui est à saisir, qui sont à saisir, pardon, avec le label bas carbone, hein, mais qui nécessite préalablement une labellisation de JIP, et pourquoi pas la haute valeur environnementale, même si pour le moment la méthodologie est peu sensible aux leviers spécifiques de l'atelier porcin. Je vous remercie de votre attention.